Il y a un véritable problème chez les entraîneurs, c'est que vous n'avez pas appris en formation à faire des entretiens individuels. Pourtant, c'est un levier essentiel pour débloquer le mental des sportifs. Et du coup, dans la formation Audace et Résilience Coach, on fait ce que je vais vous démontrer maintenant. On fait des supervisions de coaching, c'est-à-dire qu'il y a un entraîneur que tu vas découvrir, Ambroise, qui coach en escrime, qui accompagne son athlète. Et je vais faire des feedbacks sur ce que je vois, seconde après seconde. J'analyse la vidéo, en fait, j'analyse comment il s'y prend, un petit peu comme si j'étais avec toi sur le terrain et je te faisais un feedback de ce que j'ai vu. Et donc là, tu vas pouvoir voir comment ça se déroule dans une session de coaching. C'est parti. Ah, comment t'es en ce début de saison là? Comment tu te sens? Écoute, je me sens plutôt bien. Surtout qu'en vue du stage qu'on a fait, je trouve qu'au niveau du physique, j'ai l'impression d'un peu mieux bien la chaleur. Donc ça m'a apporté, je pense. Et je t'avoue, j'attends la première compétition avec impatience pour voir comment ça va se passer sur les pistes en situation de compétition. Donc je me sens plutôt bien. Tout après ce qu'il y a autour, je me sens bien. Ok, cool. Pour toi, là, la première compète, c'est l'Open de Poitiers fin septembre, c'est ça, dans 3 semaines? Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui t'amène là devant moi aujourd'hui? Ok, on va juste faire une pause ici, parce que ça me permet de démontrer un phénomène dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important, qui s'appelle la synchronisation. Vous savez ce que c'est, la synchronisation? Enfin, le geste, non? Ouais, alors il y a même eu un film assez sympa là-dessus, où tu avais une scène dans le bar où l'autre, il singeait complètement l'autre, il faisait le perroquet, il se tenait de la même façon, etc. En fait, la synchronisation, c'est le fait de aller au niveau de réglage que l'autre il est. C'est un peu comme si chaque être humain, on était une espèce de table de mixage, tu sais, avec des aigus, des graves, un volume sonore. Et la synchronisation, c'est tiens, j'ai quelqu'un en face de moi et je vais aller me synchroniser à cette personne. Je vais régler mes curseurs comme le sien. Et une personne, elle a plusieurs curseurs. Elle en a trois que je vais vous inviter à remarquer très fortement. Elle a le volume sonore, elle a le rythme sonore. Et c'est deux choses bien différentes parce que quand elle pleure, par exemple, elle peut avoir un volume qui diminue et un rythme qui diminue. Ok. Là, on a un volume tu sais, qui est presque au niveau du chuchotement, enfin, il y a quelque chose d'intéressant, et un certain rythme assez calme, assez doux, certains diraient posé. Et puis, il y a une attitude non verbale qui est remarquable. Est-ce que vous pouvez mesurer que l'inclinaison de leur dos à tous les deux, elle est presque parallèle et que ils ont la même posture avec leurs mains, ils sont tournés l'un vers Mm. l'autre. Tu peux voir que Ambroise soutient Noah du regard. Est-ce que vous pouvez voir la masterclass de synchronisation qu'il est en train de faire là? Je vous remets juste le début pour que vous remarquiez ça, à quelle vitesse ça se fait. Donc là, on a le jeune qui est déjà dans cette posture. Ok, Noah, comment t'es en ce début de saison là? Ambroise, il s'installe et il commence par se mettre les fesses dans le dossier, là, le dossier contre le dos. Comment tu te sens? Écoute, je me sens plutôt bien. Surtout qu'en vue du stage qu'on a fait. Réécoutez le rythme et le volume de sa première question. Ok, Noah, comment t'es en ce début de saison là? Ok Noah, bon, comment t'es en ce début de saison là? Comment tu te sens? Écoute, je me sens plutôt bien. Est-ce que vous pouvez remarquer que Noah, il est à un niveau plus bas de volume et de rythme? Vous l'avez? Mm. Ouais. Ok. Regardez ce qui se passe ensuite. Surtout qu'en vue du stage qu'on a fait, je trouve qu'au niveau du physique, j'ai l'impression d'un peu mieux bien la chaleur. Donc ça m'a apporté, je pense. Et Là, masterclass d'écoute, c'est-à-dire que Noah est en train de faire une pause sur ce qu'il dit. Donc ça m'a apporté, je pense. Et Ambroise, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire comme une conversation entre potes au bar et de dire ah ouais, c'est vrai que ça va mieux avec la chaleur là, hein, ça a l'air cool. Juste, il hoche de la tête et il accompagne et il fait un silence pour dire à Noah, je sais que peut-être t'as pas terminé, tu peux continuer de parler.
Bah, je t'avoue que j'attends la première compétition avec impatience pour voir comment ça va se passer sur les pistes en situation de compétition. Donc, je me sens plutôt bien. Tout après ce qu'il y a autour, je me sens bien. Ok, cool. Et maintenant, regardez comment il s'adresse à lui la deuxième fois. Là, c'est la deuxième question qu'il va lui poser, hein. C'est seulement la deuxième fois où il prend la parole. Pour toi, là, la première compète, c'est l'Open de Poitiers fin septembre, c'est ça, dans 3 semaines? Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui t'amène là devant moi? Vous entendez ce... Alors, qu'est-ce qui t'amène là? Est-ce que vous pouvez voir à quel point la synchronisation, en fait, le ton, le volume, le rythme est différent de ce qu'il y avait au tout début? On peut voir Mm. qu'il s'est synchronisé à Noah, qu'il s'est comme rapproché de lui dans un, pas un espace-temps différent. Désolé, hier, je regardais un reportage sur l'univers, donc dans un espace sonore et de rythme différent. Je vous remets la toute première question, regardez. Ok, Noah, comment t'es en ce début de saison là? Entendez la différence entre ça et... Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. Alors, qu'est-ce qui t'amène là devant moi? Ok, cool. Pour toi, là, la première compète, c'est l'Open de Poitiers fin septembre, c'est ça, dans 3 semaines? Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui t'amène là devant moi? Ok. Levez la main si vous percevez tous cette différence. Je veux que vous le voyez. Ouais. Si quelqu'un ne le voit pas, ok, super. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'au-delà de toutes les techniques que je vous enseigne, des questions que vous allez poser, des recadrages en inversion, des présuppositions, des distorsions, le métamodèle, du God et tout ça, si vous n'avez pas la relation avec la personne, vous n'avez rien. Mm. Si vous n'avez pas la relation avec la personne, vous n'avez rien. Et la première chose dont vous avez besoin pour pouvoir influencer l'autre, c'est de rentrer en contact avec l'autre, de rentrer en relation avec l'autre. Denis, si j'ai un truc à dire et que toi, tu habites au fin fond de la Savoie, plus exactement jusqu'à toi, et que moi, je suis à Grenoble, si je veux pouvoir te parler, il faut que je sorte mon téléphone et que j'établisse un lien entre nous. Là, Ambroise, il établit magnifiquement le lien avec Noah. Et je pense que j'aurais pas fait mieux, j'ai l'impression. Ambroise, tu regarderas cette vidéo en replay parce que je sais que tu vas le faire pour savoir comment t'as critiqué. Euh, Merci d'avoir osé me le partager. Bah, pour parler avec toi, Ok. pour peut-être faire avancer des choses qui peuvent bloquer. Ouais, c'est ça. Non, c'est toi. Par exemple, Là, vous sentez ce qui se passe? Ambroise, Mm. il sent que l'athlète, il a un truc de plus à dire. Et il lui montre qu'il a le temps, quoi, et qu'il est prêt. on avait vu sur la concentration pendant qu'on tire au niveau de ce qu'il y a derrière, par exemple. Je sais plus si tu te souviens, on en avait parlé. Je me rappelle très bien. Bah, ma mère s'est un peu rêvée, mais moi, c'est toujours un petit problème, par exemple. Tu vois. Et aussi, d'ailleurs, on a vu sur une feuille de route récemment avec ma mère qu'il y allait y avoir une compétition, il y aurait sûrement 2 vagues. Et ça, c'est un truc qui m'avait posé plutôt problème, que ce soit au premier scène de Paris de l'année dernière, ou par exemple à la fête des jeunes, c'était pas 2 vagues, mais le fait d'avoir attendu un tour de poule en étant exempté, ça m'a complètement fait sortir. Donc voilà. Il sera quand cette compète là? Ok, là, ce que j'aime, c'est que l'athlète, il vient et il parle de deux problèmes qu'il rencontre. Et à ce stade, Ambroise, plutôt que de sauter sur le premier problème pour dérouler la bobine de film, il est un peu patient et il attend que l'athlète il dise l'autre truc qui le concerne. Et parfois, ça peut vous aider de laisser la personne exprimer ce qui se passe pour elle, parce que des fois, il y a plusieurs choses. Non, pardon, tout le temps, il y a plusieurs choses. D'écouter ça et ensuite de choisir une direction dans laquelle vous engagez. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que très souvent, il y a du lien entre les différentes. Et combien de fois je me suis fait coacher et au début, je dis au coach, ouais, je sais pas trop sur quoi bosser aujourd'hui parce que j'ai à la fois ce truc-là et ce truc-là. Et du coup, il va me dire, tiens, bah, d'après toi, sur quoi il faudrait commencer? Tu vas dire, ah bah là, j'ai l'impression que ça, c'est plus important. Et on avance 20 minutes et d'un coup, il y a un lien énorme avec l'autre truc. Donc, c'est un peu comme si de prendre le temps d'écouter les différentes choses et de ne pas vous jeter sur la première, ça vous aide ensuite à pouvoir faire du lien entre les choses. OK?
Normalement, ça, il me semble que c'est Murray et c'est juste après. Ah ouais, c'est juste après Poitiers. Ça se, ouais, c'est juste C'est le après premier Poitiers. CN après Poitiers. Donc c'est assez tôt en soi. Et Ouais. c'est la première compète, donc il ne faut pas la rater. Ouais. Ok. Ok. Hum, ok, du coup, là, tu m'as exposé comme... Est-ce que vous avez vu que Ambroise, il s'autorise à avoir une conversation bizarre? Ce que j'entends par bizarre, c'est que il ne réagit pas comme tu réagirais avec un pote au bar où tout de suite tu interagis avec ce que l'autre a dit. Ambroise, il prend un moment pour baisser les yeux, réfléchir à c'est quoi sa prochaine question et, et y aller en fait. Et ce qui lui permet de faire ça sans que ça ait l'air bizarre ou sans casser la relation, c'est que justement, il est si bien entré en relation. Et tu peux voir que, alors même que pendant un instant, il est dans sa tête et pendant un instant, il n'est pas en train d'interagir avec l'autre, il est en train de chercher ce sur quoi il veut communiquer. Vu qu'ils ont établi une telle relation, ça pose pas de problème. Donc pour tous ceux d'entre nous qui des fois se sentent pressés de putain, il faut que je réagisse, là il vient de me dire un truc, je dois absolument rebondir dessus, etc. Remarquez bien qu'est-ce que une relation installée peut vous permettre d'avoir comme espace de mouvement. comme deux choses sur lesquelles tu aimerais qu'on discute. Euh, la relation avec ta maman en bout de piste. Parce que je crois que quand tu me dis ce qu'il y a derrière, c'est surtout C'est surtout ma maman. ta maman. Le reste, ça va, t'arrives à le gérer. Le reste, ça va. Ok. Et la deuxième chose, c'est comment aborder une poule où il y a deux vagues. Ouais. Enfin, en tout cas, quand il y a un gros écart entre soit une poule, un début de compétition, ou alors un match de tableau. Ok. Ici, on peut voir qu'il reformule les deux problèmes dont je vous parlais juste avant. Il a entendu les deux problèmes, il a attendu, là, il les reformule. Et un des atouts magiques de la reformulation, c'est quoi? C'est quand je te dis, OK, voici ce que j'ai entendu, ton problème, c'est ça et ça. La personne, elle va être en mode, non, non, attends, c'est un peu plus précis que ça. Et là, c'est ce qui est exactement ce que Noé est en train de faire. Il est en train de repréciser. On va en coup de ces dernières secondes. C'est comment aborder une poule où il y a deux vagues. Et là, il va dire, non, non, c'est pas exactement ça. Ouais. Enfin, en tout cas, quand il y a un gros écart entre soit une poule, un début de compétition, ou alors un match de tableau. Un écart conséquent, ça me fait sortir. Ok. En tout cas, de ce que j'en vois. Ok. Et ça, tu l'as vécu une fois déjà l'année dernière euh, sur une compète. Rappelle-moi quelle compète c'était. Scène de Paris. Scène de Paris. Ok. Tu l'as vécu là et du coup, tu avais tiré le premier tour. Après grande pause pendant le deuxième tour, puis tableau. C'est ça qui t'est arrivé à Paris. Ah non, non, ça c'était à. Non, le scène de Paris, c'était les vagues. Où en fait, on est arrivé du coup à 7h quoi. Ouais. Et là, on m'a dit, Et t'as tiré tu tires à deuxième. 12h30. D'accord. Donc en soi, bah, tout de suite, en fait, c'était très compliqué. Mm. Et l'autre, c'était à la fête des jeunes, où par contre, j'ai été exempté. Et là, bah, j'ai encore attendu 2h30 Mm. avant de pouvoir faire mon tour de tableau. Ok. Et ça a été problématique. Ok. Donc c'est pas uniquement au moment où la poule elle est sur deux vagues et que tu as une grande pause que ça te pose problème, mais c'est aussi si tu es exempté d'un tour de tableau et tu as une grande pause avant de retirer après Ouais. les poules. Ok. Donc en gros, ce serait comment on fait pour gérer un petit peu l'attente Ouais, c'est ça. entre. Il y a des endroits où je suis impressionné. Est-ce que vous pouvez voir le niveau de précision dans la question dans, OK, du coup, c'est pas uniquement ça, c'est aussi ça. Vous voyez comment il cherche à distinguer les choses? Mm. Parce qu'en fait, plus le problème, il est clair, précis et découpé en petits. En fait, les gens, ils vont venir devant vous avec des énormes tons. OK, imaginez, c'est une énorme baleine. Et vous, ce qui peut rentrer dans votre bouche, c'est juste des petits sushis. Votre job, c'est de découper la baleine en petits sashimi. Et là, c'est exactement ce que Ambroise, il est en train de faire. Ok. J'imagine que si tu viens me voir, tu y as déjà un petit peu réfléchi. Bah, un peu, ouais. Un peu. Vas-y. Après, Comment tu- je sais que pour moi, comment je tu pense penses que avant, par exemple, de faire un match de tour de tableau, on va prendre l'exemple de la fête des jeunes. Ouais. Avant OK. En général, j'éviterais de dire à quelqu'un, bon, j'imagine que tu y as déjà un peu réfléchi. Parce que soit tu vas inviter la personne à te raconter des trucs et ça va durer un temps fou, etc. Parce qu'elle, elle se sent dire, ah bah oui, j'y ai réfléchi, ça tourne dans ma tête tout le temps, parler de mille trucs.
Du coup, des fois, tu vas comme tendre une perche que tu n'avais pas du tout envie que l'autre saisisse. Soit du coup, tu vas aller à côté de là où tu aurais vraiment voulu aller parce que tu n'as pas précisé la question qui venait derrière. Par exemple, il aurait pu dire, OK, là, tu m'amènes ça, j'imagine que tu y as déjà réfléchi. D'après toi, c'est quoi le problème? Ou d'après toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre X? Ou d'après toi, de quoi tu aurais besoin pour tel truc? OK. En fait, si vous terminez par une question, ça permet de faire entonnoir et de diriger le cerveau de la personne dans la direction qui vous intéresse. Donc, je dirais que, à mon avis, dans 10% des cas, ça va être intéressant de poser la question qui va poser l'Ambroise quand tu as besoin de recueillir plus d'informations. À ce stade, je sais pas exactement de quoi il a besoin, mais j'ai l'impression qu'il aurait besoin de quelque chose de plus précis que ça. Et dernière chose, euh, ah oui, souvent, souvent, si les gens ils savaient c'est quoi la solution à leur problème, s'ils savaient vraiment, bah, ils l'auraient déjà trouvé, fait, et ils n'auraient pas besoin de vous, en fait, ils seraient pas là. Donc, ne croyez pas aussi tout ce que la personne dit comme étant ce dont elle a vraiment besoin. On va prendre un peu des pincettes et de la distance avec ce que le sujet, le coaché croit à propos de lui. Aggravé sur mon tour de tableau, je pense que il y a l'histoire de je me suis pas assez réchauffé. Je n'ai pas assez refait chauffer le corps un peu avant de monter sur la piste. Sauf que je peux pas, enfin je pense que je sais pas, mais je pense que je peux pas passer 2 heures et demie à faire que de l'échauffement. Et il y a plein de facteurs en fait qui ont pu me déconcentrer, d'aller à droite, à gauche. Et je pense que c'est aussi un problème de concentration dans l'histoire. Et je pense que déjà, il faut que j'essaye de me réchauffer avant. Parce que j'y suis allé un peu en me disant, j'ai fini ma poule, je suis échauffé, je suis chaud, c'est bon, je peux reprendre direct. Bon, mec, ça n'a pas très bien marché. Hmm. Et dans l'histoire de la poule, donc des deux vagues, bah, je suis arrivé très chaud aussi en m'échauffant. Et après, bah, toujours grande pause. Et bah, après, je me suis juste baladé, quoi. Mais je me suis pas réchauffé. Donc je pense qu'il y a une histoire où il faut se réchauffer. Et se remettre aussi dans un état mental de compétiteur. C'est-à-dire que j'en sors un peu pour justement faire des trucs à droite, à gauche, répondre à un message, répondre à ma mère, à mon père, ou aller chercher à manger. Je pense que je suis pas dans, je suis complètement sorti de cet esprit de compétiteur où il faut être focus sur un point, c'est juste gagner le match suivant. Ou en tout cas faire de son mieux pour essayer de gagner le match suivant. Et ça, je le perds un peu quand il y a un grand écart. Ok, cool. Du coup, on précise un peu le truc là. Ce que tu aimerais, c'est être plus concentré après une grande pause, avant de remonter sur la piste. Du coup, tu penses que le fait de te réchauffer en fait avant de remonter sur la piste, ça pourrait t'aider? Je pense, Ouais. pour la partie physique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pu essayer de mettre en place? Te réchauffer avant un match après une grande pause? Ou t'as pas encore eu l'occasion d'expérimenter? Bah, je me suis légèrement réchauffé avant mon match de tableau à la fête des jeunes, mais je pense que c'était pas assez pour l'écart de temps qu'il y a eu en fait. Ok. C'est quoi pour toi un échauffement suffisamment long? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai dû faire 2 petites pistes. Là, il utilise une technique qui est assez intéressante dans le coaching que j'aime utiliser régulièrement. C'est de se dire, tiens, si je veux que la personne, elle mette en place un nouveau comportement, une chose à faire, c'est d'aller voir dans le passé quand est-ce qu'elle a déjà eu un comportement successful, quand est-ce qu'elle a déjà eu le bon comportement. Exemple, les gens ils vont venir vous voir en vous disant, ah, j'ai pas confiance en moi et tout. Toi, tu devrais les aider à sortir de la généralisation et dire, t'as pas confiance en toi? Jamais. Si vous dites non, jamais, pour rappeler comment ils avaient confiance en eux pour faire des blagues et se lancer des boules de neige il y a 5 minutes. Et ensuite, aller chercher, c'est où l'endroit où spécifiquement la dernière fois il a eu confiance, ils sont mis sérieux, etc. Et ça aide les gens. Pourquoi? Parce que du coup, au lieu de partir d'un truc complètement nouveau, tu peux montrer qu'en fait, c'est juste quelque chose qu'ils savent déjà faire à un endroit et que tu leur demandes d'appliquer ensuite à un autre endroit. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'autre intérêt de ce que fait là Ambroise, c'est qu'avant de prescrire une solution à l'athlète, il lui demande quelle expérience il a déjà de cette solution dans le passé pour faire ensuite que la prescription, bah, elle soit pas comme
c'est pas un coup d'épée dans l'eau, le terme que je cherche, mais un truc où, en gros, si vous faites de la vente et que vous êtes coach sportif et que vous vendez un accompagnement et que la femme face à vous, mariée, 3 enfants, vient vous voir en vous disant, ah, j'ai pas perdu de poids, et que vous lui répondez, bah oui, il faut faire un régime pour perdre du poids, et que la dernière chose qu'elle a faite, c'est un régime et que ça n'a pas marché pour elle, bah vous perdez immédiatement la crédibilité, en fait, en donnant cette solution. Alors même que peut-être vous pensiez à un meilleur régime que ce que elle a fait. Du coup, c'est bien de d'abord s'intéresser à c'est quoi la solution que la personne a mis en place pour pouvoir ensuite proposer une solution plus adaptée. C'est probablement pour ça que quand on s'est parlé avec chacun d'entre vous, lors de la session diagnostic de votre coaching, une des questions que je vous ai posées, c'était, OK, c'est quoi ton plus gros challenge? C'est quoi le problème que tu as aujourd'hui? Et une question que j'ai posée après, c'est, qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour résoudre ce challenge-là? Et comme ça, je m'assure que l'offre de formation que je vais vous proposer, je m'assure que les solutions qu'on va mettre en place, elles soient différentes de ce que vous avez déjà essayé. Vous n'avez pas envie de payer 4 500 € pour la même chose, n'est-ce pas? Parce que vous croyez que ça marche pas, parce que vous avez essayé de fonctionner. Ça a du sens pour vous? Comment on fait pour vendre à l'athlète l'envie d'essayer une nouvelle solution en s'assurant qu'elle soit différente de ce qu'il a déjà essayé? Ça va? Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un se déconnecte. Attends, c'est pas grave. Ok, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Ok, on continue. Ça vous plaît ce que je suis en train de faire là ou pas quand j'analyse séquence après séquence la vidéo? Ouais, Bah ouais, ouais. ok, trop bien. C'était en courant et j'ai sauté 2 fois. Je me suis dit, c'est bon, je suis chaud. Alors que je pense que dans les muscles, enfin, j'y connais rien, mais je pense que fallait peut-être faire quelques étirements pour me réétirer, euh, peut-être faire plus de longueur de piste, reprendre un peu l'arme dans la main pour reprendre une habitude. Mais ça, je ne l'ai pas fait. C'est quoi ton échauffement, je vais dire standard, ton échauffement normal? Comment tu t'échauffes d'habitude? Alors moi, généralement, quand j'arrive sur une compète, je pose mes affaires. Après, j'arrive, généralement, on fait tous ensemble avec les autres. Je commence à courir un petit peu sur la piste, je trottine, je fais quelques allers-retours. Après, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est talon-fesse, montée de genoux, j'en fais un petit peu. Et après, ce que j'aime, c'est pas trop courir, moi, justement, pas trop faire ça, je le fais un petit peu. Et après, ce que j'aime bien, c'est surtout faire des étirements, donc quelques étirements, et un petit peu juste tenir le fleuret dans la main pour. Et juste, je fais quelques gammes, mais tout seul, face au vide. Mais juste me réhabituer à un mouvement, par exemple, juste de parade, parade des postes, de carte dégagée. Et juste ça, en fait, ça m'aide un peu à me focaliser sur ce que je vais pouvoir faire, par exemple, au match, me réhabituer à la technique de la touche avant de rentrer sur le match qui sera dans pas longtemps. Mais généralement, c'est vrai que je cours pas trop, enfin, je chauffe pas trop. Je suis plus sur ouais, des étirements et quelque chose de plus calme pour ouais, me calmer mentalement et me rester focus. Ok. Du coup, quand tu fais cet entraînement-là, cet échauffement-là, pardon, et que derrière tu fais ta pause normalement, tu vois, un grand écart de temps, ça se passe normalement pour toi. Tu te sens suffisamment concentré, tu dirais que tu es assez focus sur le match, c'est ok pour toi? Ouais, quand je fais ça bien, oui. Généralement, ça s'est bien passé. Quelques exemples, j'ai fait la compétition d'Angers il y a 2 ans. Je dois faire troisième. J'ai fait ça à Cognac. Cognac, j'ai fait premier. J'ai une autre, mais je sais plus trop. Mais enfin, globalement, quand je le fais, après, ça se passe plutôt bien. Parce que c'est aussi quelque chose qui fait détendre, enfin, qui détend et qui fait baisser le stress. De faire quelques étirements, moi, ça me détend en tout cas. Ok, ouais. Et, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire cet échauffement-là après une grande pause, avant de remonter en piste? Là, enfin, j'ai l'impression que je perds un peu, comment dire, pas la notion du temps. C'est-à-dire que je me dis, ah, j'ai le temps. Je sais pas si ce que je veux dire. Je me dis, oh, j'ai le temps, je peux aller parler à lui qui est en pause. Oh, j'ai le temps, je peux poser mon sac, aller manger un petit peu. Oh, j'ai le temps, je peux répondre à deux messages vite fait. Ok. Et à force, c'est un peu procrastiné. Et à force de le faire, et ben, je me retrouve à me dire, bon, ben, il me reste 15 minutes, je me mets la tenue, je fais un petit match vite fait contre quelqu'un, et puis on va sur la piste. Parce que c'est une mauvaise habitude en fait. Parce que j'ai pas fait l'échauffement nécessaire pour pouvoir répondre après sur la piste. Je te repose la question de combien de temps tu as besoin, parce que j'ai l'impression que le temps il est assez important dans ton cas. De combien de temps tu as besoin pour faire ton échauffement qui te permet d'arriver sur la piste, focus, concentré, et ta main elle est placée, elle va bien vers la cible. Combien de temps tu as besoin pour faire Je ça? dirais que quand je l'ai fait, c'était un échauffement de 25-20 minutes ou 30 par exemple. Ok. Mais en soi, il est assez long pour un échauffement. Parce que je fais vraiment beaucoup avec ma main. Enfin, je fais vraiment beaucoup bouger ma main en fait pour qu'elle prenne, même sans fleurer parfois. Juste pour que mon bras, par exemple, j'ai l'habitude de partir là où je parte.
Ouais, je dirais 25 30 minutes, en de faire bien les étirements, parce que les étirements, il faut aussi bien les faire. S'ils sont pas bien faits, ils servent à rien. Et un étirement, bah, s'il dure pas un petit peu longtemps, quand même, pas très utile. Donc le temps de tous les faire, on fait pas sur 2 fois chacun à peu près. Voilà, à peu près ce temps-là. Sauf que moi, je me retrouve et j'ai que 15 minutes. Sauf que 15 minutes où derrière, il faut être prêt à tirer, quoi. Parce que là, je parle de 30 minutes où derrière, on a encore 10 minutes, on peut faire un petit peu de match avec quelqu'un. Ou, Ok. c'est vraiment bon. Dans l'idéal, il te faut 40 minutes entre le début de ton échauffement et le début du match. C'est ça. Pour que tout soit bien. Oui, ça chauffe dans l'échauffement. Je le mets pas vraiment dans l'échauffement, mais souvent je fais mon échauffement, les étirements, et derrière, je prends un petit temps pour tirer un petit peu, me mettre en garde, me mettre en piste avec quelqu'un, on fait tout ça avec les autres du groupe. Et bah, ça, j'ai pas le temps de le faire quand il y a une vague, je le fais pas. Donc je me retrouve et le premier adversaire que je vais affronter, bah, C'est lui ton échauffement. c'est mon échauffement. Donc ça se passe pas très bien en général. Enfin, ça peut se passer bien, mais je vais pas être au max, quoi. Ok, ok, cool. Du coup, là, tu es en train de me dire, pour que mon échauffement, enfin, pour que j'arrive dans de bonnes conditions. Ouais, juste un truc, vous avez vu qu'à cet endroit-là, il y a de la synchro aussi sur le rire, sur l'accélération. Ouais, c'est lui ton échauffement et tout. Et après, il replonge dans l'autre état. Sur le match, il faut que j'ai un échauffement long. Mon échauffement, c'est 30 minutes plus 10 minutes d'assaut avec les copains. Et après, je suis OK pour faire le match. Quand il y a une grande pause, par contre, j'arrive pas à prendre ces 40 minutes-là parce que je vais parler avec les copains, parce que je vais être sur mon téléphone, parce que je vais procrastiner. Tu Ouais, m'as dit non, c'est ça, procrastiner. c'est ça, c'est de se dire que j'ai le temps, je peux le faire plus tard. Ok, et du coup, tu te retrouves avec un quart d'heure et c'est trop tard. Même moins. Juste un quart d'heure en disant oula, les pistes sont sorties, faut aller où, faut aller au bout de la salle, faut aller dans l'autre salle. Faut prendre le sac, d'y aller, dire à votre maman, faut y aller, faut y aller. Ok. On se retrouve, il reste 5 minutes, et puis bah, premier adversaire, c'est déjà ça. Et tu dis un truc qui m'a laissé un petit peu, on va dire, perplexe. Tu m'as dit, mon échauffement, il dure 30-40 minutes. C'est un échauffement qui est long. C'est le mot que tu as utilisé. C'est quoi pour toi un échauffement qui serait pas long? Ok. Si on fait une pause ici, vous pouvez remarquer que tout le long des dernières minutes qui viennent de se passer, là, je pense que la dernière fois que j'ai lancé, c'était à 6 minutes. Ambroise, il est vraiment dans cette posture basse de je vais laisser le mec en face de moi faire le chemin, trouver la solution dont il a besoin. Il y a un champion en lui. Et on pourrait croire qu'il fout rien et que, comment dire, il apporte rien. Tu vois, s'il y avait un entraîneur qui connaît pas la préparation mentale qui arrive à côté d'Ambroise, il lui mettrait un coup de coude en disant, voilà, tu as écouté 5 minutes l'athlète qui te disait qu'il avait un problème et tu lui as donné aucune solution. T'es un guignol, tu mérites pas ta place ici, tu vois. Il pourrait. Mais en réalité, la façon dont il s'y prend, vous pouvez voir que avec ces reformulations de plus en plus précises sur les morceaux du problème, tu sais, qu'il le découpe en petits sashimi et qui reformule et dit, ah ouais, en fait, toi, c'est de ça dont tu aurais besoin, à tel endroit, tel type d'échauffement. Ah, et puis parfois, tu peux pas le faire parce que tu es sur ton téléphone avant d'envoyer. Et du coup, quand est-ce que tu as fait un bon échauffement et que ça a été utile? Ah bah oui, là, j'ai fait un bon. J'ai gagné 2 compétitions d'ailleurs. Il y en a une, c'était à Cognac, puis l'autre, j'ai fait troisième. Là, j'avais fait un bon échauffement. Au fur et à mesure où il fait ça, vous pouvez voir que l'athlète, il met beaucoup plus de clarté sur, OK, j'avais un problème, et en fait, je me rends compte que j'ai une solution pour le résoudre, que je vois quand est-ce que j'ai bien fait par le passé, quand est-ce que j'ai mal fait par le passé. Et à la fin des, là, on en est à 12 minutes, là, je suis sûr que l'athlète a déjà beaucoup plus de clarté qu'au début sur qu'est-ce qu'il devrait mettre en place. Pourtant, Ambroise à aucun moment ne lui a dit voilà comment tu devrais t'échauffer, mais il est en train d'obtenir une adhésion énorme de la part de l'athlète sur ah bah la prochaine fois je vais faire ça. Parce qu'imaginez Ambroise aller voir l'athlète et lui dire alors la prochaine fois, le téléphone c'est dans le sac et je veux te voir t'échauffer pendant 40 minutes. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas marcher, même si c'est presque une évidence que c'est de ça dont l'athlète a besoin. Mais en s'y prenant de la manière dont Ambroise le fait, il permet à l'athlète de prendre conscience par lui-même, d'annoncer la solution par lui-même, et du coup, effet qui se coule, bah, d'être en accord avec cette solution-là, d'être engagé avec cette solution-là, d'être supporter de cette solution. Vous pouvez remarquer tout ça? Ouais. Ok. Et je trouve que c'est de la préparation mentale super chouette pour un entraîneur parce que on n'est pas vraiment sur des aspects de j'ai peur de décevoir ma mère et tout. D'ailleurs, ça viendra plus tard, à mon avis, avec ce jeune-là, il l'a évoqué au début. Mais on est sur, tu sais, j'ai un sport avec sa dimension technique. Et en fait, je me rends compte que la dimension mentale m'empêche de bien faire la technique. Pourquoi? Parce que je suis distrait, je procrastine mon échauffement. Je suis pas, j'ai adoré le moment où le jeune, il dit, je suis pas dans cet état d'esprit de compétiteur. Je suis en train d'envoyer des textos, je suis sur Instagram, je suis sur mon téléphone. Est-ce que vous pouvez voir à quel point les autres aspects de l'être humain qu'il est, ce qu'il a dans sa valise, sa relation avec ses proches et tout, va en fait directement impacter ses performances parce que mentalement, il n'est pas dans sa complète.
d'un coup, physiquement, il a plus le temps d'être bien échauffé. Et c'est là où je trouve que il y a un lien très proche entre la préparation mentale et la technique. Mm. Vous êtes tout calme. Ça vous rend pas fou là d'entendre ce qui se passe sous vos yeux? Il est 22h30 passé, je vais arrêter là, comme ça vous aurez envie de voir le replay qu'on va faire jeudi dans l'analyse avec les autres. Comme ça vous aurez mon avis sur la fin, là, sur les 3 minutes qui restent et puis l'impression globale. Voilà, je vous hook pour que vous puissiez Oh, bénéficier d'un replay de plus. Et oui, Denis, Mm. désolé. En plus, on a perdu Quentin dans l'histoire, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah, Mais je veux bien rester quand même quelques instants pour recueillir soit vos questions, soit vos impressions, quoi que ce soit. Je vous écoute. Voilà, Quentin. il est fort. Là, je trouve, tu vois, par exemple, au lieu de poser la dernière question là, qu'il a posée, moi, je serais parti sur bah, qu'est-ce qui ne tient qu'à toi là, de changer ça. Mais là, j'ai l'impression, et là, tu nous coupes, on peut pas savoir, qu'il va partir sur amener le jeune à se dire, bah, en fait, je peux quand même faire un échauffement de 15 minutes. Là, je crois que la dernière question, c'est l'échauffement le plus, un échauffement court, combien de temps ça durerait, et que après ça, je sais pas, mais après ça, qui peut lui amener la solution de dire, bon, bah, maintenant, il te faut, tu sais que si tu as 2h30 de pause, bah, il te faut soit 40 minutes, ou soit tu sais qu'en 20 minutes, bah, tu peux le faire, quoi, et tu peux continuer et qu'il a la solution de, tu peux encore un peu procrastiner, ou alors faut que tu procrastines moins, quoi. Et je trouve ça très fort. Et c'est très mal le fait que tu coupé la vidéo. Mhm. J'adore que ce soit mal comme ça. D'ailleurs, à ce moment-là, juste pour commenter un peu plus et te faire plaisir, Denis, vous pouvez remarquer comment Ambroise il questionne le métamodèle de la personne. Il lui dit, bon, tout à l'heure, mm. tu m'as dit un truc un peu paradoxal. Là, tu as parlé d'un échauffement long. C'est quoi pour toi un échauffement court? Je crois que c'est ça la question plutôt. Hmm. Faut voir que Ambroise, il a vu le module 1 et il s'est dit, putain, il y a cette histoire de carte du monde, il faut pas que je passe à côté. On a tous dans notre tête une définition là de c'est quoi un... Tiens, bah, on va jouer au jeu et on terminera là-dessus. Mettez-moi dans le chat combien de temps dure, selon vous, un échauffement court. Et n'écrivez pas tout de suite. Quand je dirai top, vous appuyez sur entrée. Donc écrivez tout de suite, mais n'appuyez pas sur entrée immédiatement. Combien de temps dure, selon vous, un échauffement court? Prêt? Attention, entrée. Ok, donc on a du 20 minutes, du 10 minutes, du 12 minutes, du 8 minutes, du 5 minutes, du 3 minutes. Ok. Maintenant, écrivez selon vous combien de temps dure un échauffement long. Et attention, ça va être le moment de le mettre dans le chat. Et c'est parti. Oh, vous ne respectez pas les consignes, vous mettez dans le chat. Ok, Jean-Seb 40, Florian 50, Baptiste 20, Denis 25, Bouli 15. Du coup, si je m'amuse un peu, ce que je peux voir, c'est qu'un échauffement long pour Bouli, c'est-à-dire 15 minutes, c'est en fait beaucoup plus court qu'un échauffement court pour Jean-Seb qui a écrit 20 minutes. Et en fait, je m'en fous de est-ce que vous avez tort ou raison. Ça m'intéresse pas. Je veux juste que vous remarquiez que le même mot, il n'a pas du tout la même définition dans votre tête. Et donc, si vous accompagnez l'athlète en face de vous et qui dit, ah, j'ai un échauffement long, machin, si vous restez sur c'est long, c'est court, c'est un peu comme c'est grand, c'est petit. Ça veut dire quoi? Mm. Et par rapport à quoi aussi? Eh oui, merci, Ouais. Bouli. Un Combien? échauffement, j'attendais que vous me posiez la question, merci. Un échauffement court ou long, bordel, ça dépend ce que tu veux faire. C'est quoi l'activité sportive que tu vas faire? Je peux vous garantir que l'échauffement que je fais dans la salle de CrossFit pour pouvoir démarrer la séance, un jour où il y a de l'assaut bike, vous savez, c'est le vélo avec les bras, un peu de rameur et des pompes,
n'a rien à voir avec l'échauffement que je fais en allant au wake park un jour où je veux faire des grosses figures sur kicker. Et vous aussi, dans votre discipline, vous avez, bah, je sais que chacun d'entre vous fait de la prépa physique parfois, et d'autres fois la discipline elle-même, etc. Vous avez des échauffements différents. Bon. C'est toujours à mettre en lien avec un objectif. Bon. Magnifique, j'espère que cette session de supervision de coaching t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en as appris. Et surtout, si toi aussi t'as envie de pouvoir vivre la même chose, si toi aussi t'as envie de pouvoir filmer tes coachings, même si ça fait peur, je sais, filmer tes coachings et qu'on les analyse ensemble pour te faire progresser, que ce soit des discours d'avant-match, des entretiens individuels, des feedbacks en bas d'une manche de ski ou quoi que ce soit, eh bien je t'invite à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble et trouver un moyen de mettre ça en place avec moi ou un membre de mon équipe. Je te dis à très vite dans un des programmes. Salut!